Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Ce matin doit être annoncé le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Moins de 2 mois après sa première mouture, au moins 6 ministres doivent être remplacés. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1 avec nous en direct ce matin. Louis, beaucoup de questions autour de ce remaniement. Quels sont d'abord les noms qui circulent parmi ceux qui pourraient intégrer ce gouvernement Borne 2 ? Eh bien, tout d'abord, il y a des certitudes. Emmanuel Macron doit remplacer les 3 ministres battus aux élections législatives. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, pourrait être remplacée par Christophe Béchu, l'actuel ministre des collectivités locales. À noter qu'il s'agit d'un proche d'Édouard Philippe. Ensuite, à la santé, Brigitte Bourguignon doit également laisser sa place. 3e ministre battu, la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin. Le nom de son remplaçant sera connu dans la matinée. Le successeur de Yaël Braun-Pivet, éphémère ministre de l'Outre-mer, élu la semaine dernière présidente de l'Assemblée nationale, doit aussi être dévoilée. Ensuite, de nouveaux secrétaires d'État et ministres seront nommés pour occuper les portefeuilles des transports, du logement ou encore de l'industrie, du numérique, pour notamment donner plus de place au Modem et à Horizon. Selon plusieurs proches de l'exécutif, il y aurait également des réajustements internes. Si l'actuelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, est presque assurée de rester, elle pourra néanmoins changer de poste. D'ailleurs, on vient de l'apprendre, elle devrait être nommée secrétaire d'État au PME. Ensuite, c'est Olivier Véran qui devrait la remplacer. Et Bruno Le Maire vient d'annoncer son maintien à Bercy. Pour terminer, Damien Abad, le transfuge des Républicains, accusé d'agression sexuelle, même s'il est à ce jour présumé innocent, devrait quitter le gouvernement. Alors Louis, y aura-t-il une ouverture dans cette nouvelle équipe gouvernementale ? Certains LR vont-ils répondre aux sirènes du président de la République ? Alors, plusieurs noms de personnalités LR sont évoqués pour rejoindre le gouvernement. Jean Rottner, le président de la région Grand Est, ou encore Christelle Morancet, son homologue des Pays de la Loire. Mais plusieurs proches de l'exécutif se posent la question du poids politique de ces possibles débauchages. En clair, combien de députés ces personnalités peuvent-elles entraîner dans leur sillage ? Rappelons qu'il manque 44 parlementaires à Emmanuel Macron pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce remaniement va-t-il vraiment permettre, Louis, de relancer le quinquennat ? Alors c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Après ces semaines de flottement, il entend occuper à nouveau le devant de la scène intérieure. L'enjeu pour le chef de l'État est de pouvoir enfin donner le ton de son second quinquennat qui n'a pas vraiment commencé. Pour terminer, on ne sait toujours pas si l'hôte de Matignon, Elisabeth Borne, sollicitera le vote de confiance des députés pour tenter d'obtenir un soutien symbolique à défaut d'être politique. Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Alors à peine nommé, ce gouvernement devra vite se mettre au travail avec un dossier chaud au programme, le pouvoir d'achat et notamment la question des prix de l'énergie. Oui, gaz, fuel, électricité, la facture augmente, conséquence des tensions avec la Russie. Le mois dernier, Moscou a réduit ses livraisons de gaz de 60% à travers le pipeline Nord Stream 1 pour éviter les coupures et anticiper l'hiver prochain. De plus en plus de pays de l'Union européenne relancent leurs centrales à charbon avec forcément un impact sur le climat, Louise Salé. Oui, beaucoup de ces centrales étaient fermées pour des raisons écologiques. Le charbon émet 2 fois plus de CO2 que le gaz et rejette beaucoup de particules fines qui dégradent la qualité de l'air. En France, on pourrait donc mobiliser Saint-Avold, 500 mégawatts de capacité. C'est moins évidemment que l'Allemagne qui prévoit 5 gigawatts, sachant qu'un quart de son électricité dépend déjà du charbon. L'Autriche, sortie de cette énergie l'année dernière, s'apprête à remettre en marche une centrale et les Pays-Bas vont augmenter leur capacité de production sur leur dernier site qu'ils avaient prévu de fermer en 2029. Malgré tous ces revirements, l'Union européenne maintient sa volonté d'en finir avec le charbon d'ici 8 ans. Si elle y renonçait, en fait, elle pourrait mettre son paquet climat à la poubelle. Car pour respecter ce qui a été fixé en termes de réduction d'émissions de CO2, eh bien, en 2030, plus aucune centrale ou presque ne doit fonctionner. En Europe de l'Est, on remet déjà en cause cet objectif. La République tchèque, qui avait pourtant un rythme soutenu de fermeture de centrales, a été formelle. Priorité à la sécurité énergétique plutôt qu'à la transition écologique. Louise Salé. Pendant ce temps, dans le Donbass, l'armée ukrainienne fait marche arrière. Elle a confirmé hier son retrait de la ville de Lysychansk, ville stratégique de l'est du pays, pour, je cite, préserver les vies des défenseurs ukrainiens, des combattants désespérés face à la puissance de feu russe. Le 20 juin dernier, notre envoyé spécial sur le front, Nicolas Tonev, avait rencontré l'un de leurs jeunes officiers adjoints. Il y a 2 semaines, il partait à l'assaut pour repousser l'armée du Kremlin. Mais ce week-end, désillusion. Certains de ces chars ont été détruits. Témoignage exclusif depuis le Donbass que vous avez recueilli, Nicolas Tonev. Oui, écoutez, tout d'abord. Вот такая хуйня.
Alors traduite très poliment, cette exclamation donne les salopards. Sur la vidéo que m'a envoyée avant-hier Mikita, le lieutenant, c'est le moment où ses équipages choqués découvrent 2 de leurs chars lourds détruits. Les hommes sont saufs et Mikita, d'une voix émue qui n'a plus rien à voir avec celle pleine d'assurance d'avant le bombardement, décrit la scène. Mes chars détruits par de l'artillerie près de Bakhmut. Alors plusieurs informations entre vidéos et témoignages sonores, malgré le couvert de la forêt, les Russes ont tapé exactement sur les blindés avec donc du très bon renseignement, soit aérien par drone, soit avec des relais au sol. Ensuite, le lieu de destruction des chars près de Bakhmut, un recul significatif donc par rapport à la zone où nous nous étions rencontrés il y a 2 semaines. Et donc une preuve directe que cette poche de résistance ukrainienne est enfoncée à l'est et qu'à l'ouest, du côté de Sloviansk et Kramatorsk, le danger est de plus en plus important pour des troupes ukrainiennes fatiguées et obligées de reculer devant la puissance de feu russe. Nicolas Tonev notait que 4 mois après le début de la guerre en Ukraine, le nombre de réfugiés continue d'augmenter en France. Ils sont désormais plus de 100 000. À la page judiciaire, dernière ligne droite pour Jean-Marc Reiser. Son procès s'achève demain aux Assises du Bas-Rhin. Il est accusé d'avoir assassiné la jeune Sophie Le Tan, 20 ans, en septembre 2018. Aujourd'hui, après les plaidoiries des 2 parties, l'avocat général prononcera ses réquisitions. Verdict attendu demain. Tout se jouera, Mélina Fachin, sur une question: y a-t-il eu ou non préméditation ? Jean-Marc Reiser persiste et signe. Oui, il a bien tué Sophie Le Tan chez lui dans son appartement, mais il n'a jamais voulu sa mort. Tout ça n'est qu'un malheureux accident, a-t-il répété en sanglots vendredi lors de son interrogatoire. Il a perdu les pédales lorsque la jeune fille l'a repoussé au moment où il a voulu lui faire la bise. La défense va donc plaider aujourd'hui la requalification de l'assassinat en violence volontaire ayant entraîné la mort, ce qui permettrait à Jean-Marc Reiser d'échapper à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour maître Gérard Belzer, l'avocat de la famille de Sophie Le Tan, la préméditation ne fait aucun doute. Monsieur Reiser ne cesse de mentir depuis le départ. Il n'avait pas choisi Sophie par hasard. C'était sa proie parce qu'elle était une jeune étudiante d'origine asiatique. Qu'en a-t-il fait avant de la tuer ? Lui seul le sait. Les proches de la jeune fille espèrent que Jean-Marc Reiser écopera de la peine maximale. Rien n'est plus pareil depuis la mort de Sophie, a expliqué son père mercredi à la barre. Pour la famille, c'est comme un phénix qui a perdu une aile, blessé pour toujours. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. À la page des sports, du tennis et la suite des 8e de finale de Wimbledon aujourd'hui. Avec 2 Françaises encore en lice, Alizé Cornet et Harmony Tan. Caroline Garcia a malheureusement été éliminée hier face à la Tchèque Marie Bouzkova. Tous les espoirs tricolores sont donc dans les raquettes de Tan et Cornet, Colin Abgral. Oui, ce sont 2 profils diamétralement opposés. D'un côté, la trentenaire Alizé Cornet qui a éliminé samedi le numéro 1 mondial Iga Swiatek grâce à une solidité à toute épreuve et une fraîcheur toujours présente avec l'âge que nous détaille l'ex-entraîneur de Yannick Noah, Patrice Agelauer. J'ai le sentiment qu'elle se libère aujourd'hui, qu'elle prend plaisir à jouer davantage que quand elle était plus jeune. Elle cavale partout, elle cavale à une vitesse absolument incroyable. Elle se fait plaisir et c'est ce qui l'a fait bien jouer, je trouve. Et puis il y a la surprise française avec un profil totalement différent. Harmony Tan, 24 ans, ne comptait que 2 victoires en Grand Chelem dans sa carrière, mais son jeu, sorti d'un autre temps, permet de surprendre et de battre ses adversaires. C'est vrai que j'ai plus un tennis des années 90. Je pense qu'elle trouve que mon jeu est bizarre en fait. La plupart des gens me disent ça et je me dis peut-être qu'elles aiment pas mon jeu quoi. Et pour marcher sur les traces de Marie Pierce et Amélie Mauresmo, toutes 2 quarts de finalistes en 2005 à Wimbledon, Harmony Tan devra se défaire de l'américaine Anisimova et Alizé Cornet de l'australienne Tomljanovic. Colin Abgral du service des sports d'Europe 1.